c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant de pouvoir parler d'un outil très important pour la vie d'un photographe, qui est un écran graphique, hormis bien sûr tous les autres outils qui sont importants, hein, comme le matériel photographique, on va en parler un peu tout à l'heure, les disques durs, voilà, bon, voilà, les cartes mémoire, les flashs, tout ça, évidemment, c'est important, mais après, bah, évidemment, il faut pouvoir délivrer ces images du meilleur rendu possible et le plus juste. C'est ce que vos clients vont attendre, c'est ce que vous devez attendre de vous-même, et c'est ce que vous souhaitez avoir, en tout cas, sur un rendu print, ce qui est quand même la mecque de la photographie. N'oublions pas qu'on est dans du numérique, mais aujourd'hui, tous les tirages de photographie d'art, c'est sur du print. Voilà. Donc voilà, et je passe les ouvrages ou les livres qui, bien sûr, font partie aussi du print. Et donc tout ça est relié, évidemment, à travailler sur un bon écran graphique, et vous allez comprendre la différence après de la différence entre un laptop et un écran graphique. Alors, donc, juste, je reprends la main là-dessus. Donc voilà, juste par rapport à mon parcours, donc, fils de photographe commerçant, et puis après, très rapidement, j'ai eu la chance d'évoluer et de rentrer chez l'agence de presse internationale qui est Reuters, Thomson Reuters, chez qui j'ai été formé par Éric Gaillard, un très très grand photographe, on va dire un des meilleurs photographes au monde. Et donc j'ai eu la chance d'être formé par Reuters et de faire toutes mes armes là-bas, et de rester plus de 5 ans à travailler pour l'agence. Donc du coup, tous les sujets que j'ai été amené à traiter et que je traite encore aujourd'hui étaient des sujets de sport, hein, donc bien sûr tout ce qui est F1, tout ce qui est tennis, le Monte Carlo, voilà, les MotoGP, donc voilà, tous ces univers-là. Alors, pendant que du coup, je vous raconte tout ça, je vais faire défiler en même temps un petit diapo comme ça qui vous permettra alors je suis en train de... Voilà, 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 voilà. Voilà, donc on devrait avoir moi sur un petit coin de l'écran et mon écran sur mon écran BenQ, du coup, du moins le diaporama avec plusieurs événements que je suis amené à couvrir tout au long de l'année. Donc j'en étais bien sûr aux annonces de presse, donc Reuters, et puis après, après Reuters, du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir élargir ma gamme de clientèle. Et aujourd'hui, donc, je travaille toujours avec Getty Images, avec AP, qui est Associated Press, qui est une des plus grosses agences, la plus grande agence de presse américaine. Voilà, plus évidemment d'autres clients, comme par exemple l'équipe ou l'équipe Mag, et des clients très différents en termes de paysage et d'animalier, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ça constitue une très grande partie de mon activité, pour ceux qui me connaissent, hein. Donc j'ai beaucoup de demandes de tirage de photographies d'art sur l'animalier et du paysage, et donc j'ai des clients différents, comme des voyagistes ou des croisiéristes qui font appel à moi. Mais bien sûr, le plus intéressant aussi pour moi, c'est les missions et les projets que je mène à bien et que je monte de A à Z avec mes équipes, que ce soit sur de l'aérien ou du terrestre. Et donc là, c'est un vrai régal parce qu'il y a vraiment une dimension et un projet, une dimension humaine, et à la fois de sensibiliser le public bien sûr à l'environnement. Voilà, donc, on sait tous, hein, c'est très important. Et donc, je m'entoure souvent, bien sûr, de naturalistes ou de scientifiques, parce que la photo doit aller beaucoup plus loin que la belle image, et à mon sens, en tout cas. Et donc, voilà, c'est très intéressant de pouvoir s'entourer de personnes avec de compétences pour sensibiliser le
Donc voilà, donc ça, bon, c'était, on va dire, mon champ d'activité, pour le rappeler, hein, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent un petit peu moins. Voilà. Donc là, on va aller sur un événement qui est hors norme, qui annonce tout le reste de la mode qui va suivre, hein, à la Fashion Paris. Tout ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de Festival de Cannes. Et là, le Festival de Cannes, c'est vraiment un événement qui dure sur une quinzaine. Donc, du coup, je pense qu'on peut, comment dire, Élise, on peut peut-être parler du festival, peut-être, avant Ah de oui, se lancer oui, sur la oui, tout suite. à fait. Alors, bon, j'imagine que c'est un événement que tu prépares en amont en termes de matériel. Enfin, tu sais que ça va être une quinzaine qui est extrêmement intense au quotidien et même après, puisque voilà, le festival perdure après la quinzaine. Mais comment tu te prépares, comment tu t'organises avant l'événement? euh, qu'est-ce que tu, voilà, comment t'organises? Est-ce que tu te fais un planning? Est-ce que tu sais avec quel matériel tu vas partir? Il y a une typologie de matériel qui s'impose pour ce genre d'événement. En dehors de ton costume, qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Oui, alors déjà, comment se préparer effectivement sur ce type d'événement? Donc, évidemment, ça va être une quinzaine. Alors, vous voyez quelques images qui défilent sur l'écran. J'espère qu'elles défilent bien, Elise. En tout cas, tu me dis s'il y a quoi que ce soit qui va pas, parce que bon, du coup, ce petit diapo vous permet de voir un petit aperçu de ce qu'on va ensuite voir Je vois ensemble. très bien, il n'y a pas de souci. Alors, super. Donc, très bien. Donc, du coup, cet événement-là, qui paraît que sur le tapis rouge, finalement, ne l'est pas que sur le tapis rouge. C'est vraiment le gros du gros, hein, le tapis rouge, mais la quinzaine, c'est une quinzaine très sportive. Donc, quand je disais tout à l'heure, on n'est pas loin de l'animalier. Déjà, c'est le côté sauvage, parce qu'il y a beaucoup de monde et que tout le monde est amené à travailler de manière exiguë. Euh, donc voilà, je vais vous montrer après quelques images. Euh, donc, il va falloir s'armer pendant 15 jours, être en forme. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours qu'il y a des événements, matin, midi et soir. Et il va falloir s'économiser un max, parce que sinon, c'est pas possible de tenir la quinzaine. Sinon, vous ressortez à genoux. Donc, le tapis rouge, par exemple, c'est 3 montées par jour. Donc, ça peut monter en début d'après-midi, comme en milieu, comme en fin d'après-midi, après, puis en soirée. C'est pour ça qu'il y a des temps de lumière qui sont complètement différents. On peut avoir des photos du tapis qui sont en plein jour et des photos qui sont assez sombres, parce que, évidemment, on est en pleine soirée. Donc, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des moments complètement différents. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment les interviews dans le palais. Il y a les photocalls. On va voir après. Donc là, l'année l'année précédente, hein, parce que cette année, vous savez qu'il n'y a pas eu de festival de Cannes physiquement à cause du Covid. Mais donc là, du coup, là, je vais partager avec vous la dernière édition où, bien sûr, évidemment, nous étions tous en train de travailler comme chaque année. Donc, pour rappel, il y a 400 photographes médias qui sont présents sur le tapis, qui sont accrédités. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Tout simplement, je vais vous montrer. Alors, on va quitter ce petit diapo. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'était l'affiche de l'année dernière. Là, on a bien sûr la croisette, voilà, qui donne envie. Et ensuite, bien sûr, on va arriver sur le tapis. Et on va revenir après juste sur le matériel très rapidement. Mais déjà pour vous montrer euh, ce que ça peut être, voilà, le tapis, déjà voilà, c'est ça. Donc
Ce qu'il faut bien saisir, c'est que, bien sûr, tous les médias sont de part et d'autre du tapis. Et vous allez voir, c'est pas bien large, c'est pas bien épais pour pouvoir bien travailler. Voilà. Donc, du coup, vous voyez ici les petites barrières ici, là. Voilà. Donc, tout le monde se positionne là-dedans. Et donc là, bah, évidemment, bah, vous pouvez vous imaginer, on va dire, quand on travaille à plus d'une centaine là-dedans, on est assez serré. Il va falloir travailler de manière très compacte et très efficace. Et bah, je vais tout de suite vous montrer le matériel que je prends pour aller shooter sur le Festival de Cannes. Euh, on va juste y revenir après, mais vous allez voir, voilà, une fois que c'est rempli, ça donne ça. Donc, je vais le mettre en grand, comme ça au moins tout le monde pourra bien le voir. Hop. Voilà, donc à l'arrivée, vous voyez, c'est archi blindé. Voilà. Et vous avez au moins 2-3 lignes, voire 4 lignes. Donc on va dire, moi j'étais un petit chanceux parce que j'étais en première ligne. Voilà, donc pour rappel, le Festival de Cannes, je l'ai fait à la fois pour Reuters, je l'ai fait à la fois pour d'autres marques comme Nespresso, et également pour bien sûr Panasonic l'année dernière, qui était un des partenaires du festival. Donc voilà, là vous avez vu, on va dire, comment ça pouvait être rempli. Et donc, au point de vue du matériel, bah, tout simplement, je vous ai mis le sac avec lequel je pars. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. On le fait en direct live. Alors, pour rappel, hein, on est chez moi dans mon bureau. Donc, on est en toute convivialité. Tac, je vais enlever ça, comme ça vous aurez le plein pot. Voilà, ici. Donc, généralement, ce que je fais, c'est autant pour le Kenya et pour tout ce qui est animalier voyage, je prends un sac, hein, je prends carrément un gros sac ou une banane. Bon, là pour le Festival de Cannes, je suis un peu plus en mode urbain, donc du coup je peux me permettre de prendre une valise. Voilà. Donc là, bah, par exemple, j'ai une valise Manfrotto, c'est les dernières qu'ils ont sorties, qui sont super robustes et tout, donc ça marche très bien. Et donc dedans, bah, je vais travailler avec, pour le festival, je vais travailler avec 2 boîtiers. Donc à la fois, je vais avoir 2 boîtiers S1R, Lumix S1R, donc, et aussi j'ai un S1 aussi en plus, après je vous explique pourquoi. Mais bon, les deux S1R c'est important parce que bah, évidemment en termes de capteurs et de résolution, ben, on est à plus de 45 millions de pixels, donc c'est énorme. Parce qu'après, ben, du coup, moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de pouvoir faire des tirages et du print au-delà du web. Donc là, par exemple, on a un 70-200 à 2.8. Donc ça, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc là, vous voyez, généralement, ils sont montés sur des grippes. Parce que j'aime bien vraiment bien avoir en main bien mon matériel. Surtout avec un bon petit télé comme un 70-200, c'est très agréable. Voilà. Après, ensuite, généralement, je travaille avec un deuxième boîtier. Alors, souvent, le deuxième boîtier, je lui mets pas de grip parce que sinon, je suis un peu lourd. Donc là j'en avais un qui était monté. Mais généralement, je travaille donc sans. Donc là, par exemple, bah, ça, c'était un S5 que j'avais sous le coude. Avec un 16-35. Voilà. Donc un grand angle. Donc à la fois, ça va me permettre d'avoir une très belle variété de prises de vue, autant avec du 16-35 avec des plans assez larges, vous allez voir après, et des plans très serrés avec des 70-200. À cette occasion-là, j'avais pu tester aussi des télés de Leica hein, en équivalent à 280 mm. Donc, ça commence à devenir vraiment du télé. Donc, c'était très intéressant. Donc, je commençais vraiment à les tester. Pour rappel, c'est vrai que je suis
souvent, on fait appel à moi pour tester le matériel qui ne va pas encore sortir. Donc, du coup, je suis souvent un bêta-testeur sur pas mal d'événements. Voilà, pour rappel, sur le Kenya, c'était pas mal d'optiques Lumix qui allaient sortir et qui sont là déjà depuis le mois de janvier. Voilà, là c'était pareil pour le Festival de Cannes, je testais. Et il y a un autre outil qui est très important. Donc là, pour le coup, j'en ai renvoyé à Profoto, mais ils doivent me les refaire passer. C'est les A1X. Donc, je vais vous les montrer par contre sur l'ordinateur. Donc, je travaillais avec du flash A1X assez portatif, flash Cobra. Et voilà, et ça c'est génial, tout simplement parce qu'il y a une puissance de recyclage qui est très importante, parce qu'évidemment, on travaille en mode quand même rafale quand le moment est voulu, le moment est propice pour le faire, hein, parce qu'on ne chope que des petits instants, parce que les invités arrivent, se retournent, ça reste quelques secondes et puis après ils bougent. Donc là, voilà, il faut essayer de bosser en rafale. Et pour ça, le Profoto, le 1X, il est vraiment, il recycle beaucoup. Donc on peut bosser en rafale et on peut avoir une quantité de lumière et un résultat qui est très satisfaisant. Et en plus, il est très robuste, donc du coup, on peut vraiment le malmener, ça fait bien le taf. Donc après, dedans, généralement, des fois, j'accompagne un peu tout ça d'autres optiques, style 24-70, A2.8. Voilà. Donc ça, généralement, du coup, c'est une optique que j'aime bien. Et puis après, bon, j'ai d'autres optiques comme le 50 ou quoi, mais généralement, je travaille avec ça, ça me suffit, c'est très très bien. Et très très important aussi, évidemment, c'est d'avoir quand même des batteries de rechange. Avec le grip, j'ai jamais été en rate de batterie, hein, parce qu'il y a eu une batterie en plus dedans, hein, pour rappel. Je reprends un grip ici, hop, là, tac. Donc, j'ai jamais été en rade, hein, ça m'a toujours tenu bien la journée, hein, ça c'est clair, mais bon, on sait jamais. Et voilà, des bonnes cartes SD, ça sert à, bon, ça sert pas forcément à avoir du XQD ou des choses trop onéreuses, sinon après, vous n'en sortez plus. Et voilà, donc ça, voilà, c'est ma petite config avec ma valise spéciale Festival de Cannes. Voilà, voilà. Combien de photos tu prends par jour à peu près, Olivier? Alors, par jour, j'avais fait le calcul, et je vais vous dire ça précisément, hein, comme ça au moins on est précis. Il y a plus de généralement, il y a à peu près 1000 images par jour, je pense, entre 700 et 1000 images. C'est généralement entre toutes les montées, les photocalls, et tout ça, donc il y a un nombre considérable d'images. Oui, voilà, bon. Entre 500 et 1000 images par jour. On va rester, ça dépend des journées, si elles sont plus ou moins, on va dire, si les montées sont plus ou moins importantes, parce que évidemment, je vous parlais éteindre cette lumière-là, on sera beaucoup mieux. Je vous parlais bien sûr de 2-3 montées par jour, c'est le cas, mais pour être efficace, des fois il y a des montées qui sont moins importantes que d'autres ou moins ciblées que d'autres. Je prends un exemple, quand je vais pour Getty, je travaille pour Getty, les clients américains, voilà, ils s'intéressent moins peut-être aux Français, mais plus aux artistes américains. Donc ça veut dire que voilà, il y a un choix qui est fait aussi en fonction des montées, parce que comme je disais, c'est très sportif et il ne faut pas s'épuiser au bout de 4-5 jours, sinon c'est qu'il faut toujours avoir un petit cahier des charges en fonction du client pour qui je vais. Et voilà. Donc, si je vous montre voilà, le matériel un peu à côté de ça, donc là, vous voyez, je vous parlais bien 10-70-200, voilà, plus à côté de ça, un grand angle. Donc voilà, plus avec un flash Cobra qui est l'A1X ici, voilà, qui est vraiment top. Et je crois que d'ailleurs, voilà, si vous voyez, je ne suis pas sûr par. Voilà, donc Profoto 1X qui est ici, très pratique avec des petites capsules qui se mettent dessus pour avoir
un mode de diffusion de lumière pour que ça soit un peu moins péchu. Hein, voilà, si vous voulez un peu moins de puissance, que ce soit un petit peu plus doux. Il y a même un petit nid d'abeille. Bon, voilà. Donc, il y a plein de petites access qui vont là-dessus, qui sont très pratiques et qui se clipsent. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, en termes de matériel, je vais revenir là. Hop. Donc vous voyez, alors autant S1R et S1. Et S1, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut monter vraiment significative. Et si je veux faire des images de Cannes le soir, la nuit et tout, le S1 est pas mal parce que comme je ne sais pas si vous le savez, mais la résolution bon, est divisée par 2. Donc on est sur plus d'une vingtaine de millions de pixels. Mais derrière ça, parce que les photosites ont été agrandis, on va dire x2, et cela permet de capter mieux la lumière. Et donc automatiquement, ils sont plus sensibles. Donc dans le milieu basse lumière, en soirée, dans des milieux sombres, ben le résultat est vraiment très intéressant parce qu'on peut monter sur du 12008, 15600 ISO. Il n'y a pas un pet de grain. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir bosser avec le S1 aussi. Voilà, même si le S1R reste pour la photographie et pour du print le top du top. Voilà, Elise. Donc, du coup, voilà, le matériel intéressant pour le Festival de Cannes, sans que ça reste non plus trop énorme, ça reste 2 boîtiers, un zoom ou un télé et un grand angle, plus bien sûr un bon flash ou 2. Après, c'est vous qui voyez, hein. Mais déjà, un bon flash fera déjà l'affaire. Et avec ça, on peut y aller, on peut commencer à shooter. Ok, merci Olivier. Bon, j'imagine qu'il y a un second travail qui démarre après ta journée de shooting ou même après tes soirées de shooting et même après l'événement. Tu vas commencer à travailler tes retouches. Alors, tu le fais tous les jours, j'imagine, parce qu'il y a des choses qui doivent paraître le lendemain ou qui doivent arriver sur le web quasiment dans l'instant. Qu'est-ce que tu fais comme travail de retouche au quotidien? Qu'est-ce que tu fais comme travail de retouche après l'événement? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Il y a peut-être des exigences aussi qui sont imposées par les gens avec lesquels tu travailles. J'imagine qu'en web, il faut une certaine qualité de photo, mais si après tu envisages de les imprimer ou Alors, impression papier ou autre, comment tu gères ça toi après? alors, il y a deux types de travail. Déjà, sur un gros événement comme ça, généralement, on reste sur place, c'est-à-dire qu'on reste la quinzaine à Cannes, parce que sinon, ben, on se fatigue trop. Et je vais vous expliquer pourquoi, d'où l'intérêt de rester sur place et de gagner du temps, parce qu'il faut toujours qu'on essaie de gagner du temps là-dedans, parce que déjà, les clients veulent des photos très rapidement. Donc en étant sur place, on peut directement travailler soit dans sa chambre d'hôtel, soit sur le desk qui est au palais, sur un desk qui est au palais, et pouvoir se faire une petite station de travail avec par exemple un écran graphique qu'on aura déjà prévu déjà sur place. Voilà. Mais au tout début, il va falloir très rapidement dérocher ces images et commencer à faire le tri. Et ça, généralement, ça se fait sur le laptop, toutes marques confondues. Hein, donc voilà. Mais pour vous expliquer ma manière de travailler, le laptop, aujourd'hui, moi, ne me sert que sur du tri, du dérochage, des choses très basiques, hein, style du recadrage, etc. Mais dès que je commençais à toucher l'image, dès que je peux avoir un écran à côté de moi graphique ou installé, où j'aurais déjà moi mis en place, déjà, je serais déjà beaucoup plus juste et vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'écran, lui, n'est pas là pour, ne peut pas avoir un rendu fidèle. Alors, ce deuxième travail du photographe, qui est l'editing, parce que là, on parle vraiment d'editing, hein, on fait ses prises de vue, puis après, boum, on va shooter. Alors, à l'époque, il y a très longtemps de ça, il y avait un tireur, donc il y avait une autre personne qui s'occupait de cela. Et aujourd'hui, dans la nouvelle ère numérique et une nouvelle génération, le photographe doit tout faire. Donc, effectivement, il doit être juste
est bon sur tous ces secteurs-là. Voilà. Donc, dès qu'on arrive sur l'editing, on peut faire un premier tri sur son laptop, mais votre juge de paix sera toujours votre écran graphique. C'est lui qui va avoir vraiment la bonne restitution de toutes les bonnes couleurs. Alors, pour prendre un exemple, des iMac sont calibrés à 9000 Kelvin, c'est-à-dire qu'ils vont être très bleus. Et un écran graphique avec vraiment un profil de résolution de couleur fidèle, lui va être par exemple autour de 5500 Kelvin. C'est-à-dire que tous vos Apple, toutes vos dalles même de téléphone, de smartphone, de tablettes et bien sûr d'ordinateurs, que ce soit des ordinateurs portables ou même, je parlais d'ordinateurs de bureau, quoi, ils sont tous à des températures, à des 9000 Kelvin, à des températures très hautes. Donc du coup, ils tirent vers le bleu. Et pourquoi? Parce que automatiquement, le bleu, c'est une couleur qui est plus flatteuse, qui rend vos images plus belles. Voilà. Mais ce n'est pas la vérité. Donc automatiquement, dès que vous passez sur un écran graphique qui a une vraie restitution des couleurs, et je vais vous l'expliquer pourquoi, comment en tout cas, comment ça se fait, quelle est la différence entre un laptop et un écran graphique. Et ben, tout simplement, l'écran graphique, lui, on va dire le laptop, c'est comme si, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, c'est comme si, par exemple, ma fille avait une boîte de 40 crayons de couleur, et ça serait mon laptop. Et aujourd'hui, avec mon écran graphique, moi, je peux avoir 70 crayons de couleur. Donc, évidemment, si vous devez après faire du post-traitement et imaginer des dégradés ou des tons vraiment précis, évidemment, vous allez mieux le faire sur un écran graphique. Pourquoi? Parce que cet écran graphique, lui, est en Adobe RGB 98, donc, tandis que tous les laptops, les tablettes et bien sûr et les smartphones sont sur du système sRGB qui lui date déjà depuis un moment, depuis longtemps, hein, je crois qu'il date de 1974 et le Adobe RGB de 1998 qui est le plus connu. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en définitive, sur le sRGB, donc tout sauf l'écran finalement graphique, eh ben, vous allez avoir beaucoup moins de couleurs et de détails. Donc voilà, donc la boîte de crayon, c'est un bon exemple. Et je vous ai préparé un petit graphique très amusant et très parlant, hein, parce qu'encore une fois, je sais pas trop mon taf, je suis pas technicien, mais en tout cas, moi, de ce que je vois, ce que je perçois et les tests que je fais, je le vois au résultat, ne serait-ce que quand j'ai une photo que j'ai traitée, que je sors en Adobe RGB sur mon écran graphique, je peux vous dire, quand je vais la poster sur Instagram, si elle n'est pas convertie en sRGB, si je mets une photo en Adobe RGB sur mon téléphone, je la récupère et puis je vais la poster sur Insta, au moment où je vais faire suivant pour poster ma photo, je peux vous dire, je vais avoir 30% de couleurs en moins de ma photo. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec une photo très terne, avec très peu de couleurs. C'est flagrant. Ça, vous pourrez faire le test chez vous. Hein. Vous sortez une photo, vous l'exportez en Adobe RGB, vous la récupérez sur votre smartphone et via une galerie, via ce que vous utilisez comme plateforme pour récupérer vos images que vous avez traitées, vous la postez sur Insta. Et je peux vous dire, quand vous allez commencer à la poster et à faire suivant, je peux vous dire, boum, vous allez voir les couleurs qui vont chuter, qui vont tomber direct. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence notable. Et pour vous montrer le petit graphique que je vous ai préparé, alors donc par exemple quand je vais dans ColorSync, ça c'est sur Mac, mais vous pouvez l'avoir sur PC, c'est une autre fonction. Donc là j'accède à tous mes profils colorimétriques. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre, par exemple, le profil colorimétrique que j'ai étalonné il y a un petit moment. Donc, à savoir, faut quand même calibrer son écran une fois par mois. Et là,
vous voyez tout ça, voilà, ici c'est le spectre des couleurs, mais de toutes les couleurs que peut couvrir mon écran graphique. Okay. Là, ce qu'on va faire, eh ben, on va prendre l'espace, le profil ou l'espace colorimétrique d'un laptop, d'une tablette ou d'un smartphone. Et là, vous allez voir, alors on va fixer celui-là, et hop, on va aller sur le sRGB, et là, je vous laisse vous rendre compte un peu du résultat, c'est-à-dire que ce que vous voyez juste sur ces couleurs-là, c'est le mode, donc c'est le profil sRGB, okay. Et tout ce qui est en gris était ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire la couverture de notre mode Adobe RGB 98. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans certaines couleurs, c'est assez flagrant, c'est-à-dire la perte de nuances qu'on peut avoir, autant dans les verts que dans les bleus, par exemple. Voilà. Après, il y a des couleurs qui sont un petit peu moins impactées, mais bon, quand même, vous voyez là, dans les rouges, alors il n'y a que les jaunes peut-être qui sont un peu moins impactés. Et encore, on voit là-dessus. Donc là, c'est flag. Voilà. L'intérêt de travailler sur un véritable écran graphique plutôt qu'un laptop, c'est de pouvoir travailler en Adobe RGB 98. Et donc là, là je pense qu'on a quasiment tout dit sur cette différence-là. Donc là, je vous récupère. Donc voilà, avec ce petit graphe, c'est hyper parlant. Voilà. Hop. Et donc, on va suivre directement. Voilà. Donc, pour parler aussi d'un écran, comment le choisir? Alors, par exemple, l'écran graphique, là par exemple, c'est un BenQ SW270C. C'est un écran qui est plus taillé pour la photographie parce qu'on est sur du 2K, mais en tout cas, il couvre quasiment 100% de l'Adobe RGB. Donc là, il couvre quasiment tout l'écran, donc ça c'est vraiment très bon en termes de qualité. Ça s'est démocratisé avec le temps, c'est-à-dire que avant, un écran de ce calibre-là coûtait encore il y a 2-3 ans, coûtait à peu près 3000, dans les 3000 euros, si on veut dire, hein, si on veut parler en euros. Donc, c'était assez cher. Donc là, tout ça s'est quand même démocratisé, le matériel professionnel, vraiment pour le grand public, pour les amateurs ou pour les pros. Là, maintenant, on est sur un écran, par exemple, qui est sur, je crois qu'il est dans les 800 euros ou un petit peu moins. Voilà, en plus, je crois que BenQ a prévu une promo ou un tarif préférentiel là-dessus de cette webinaire. Donc, ceux qui sont encore un peu hésitants ou qui auraient quelques questions là-dessus, voilà, je pense que là, on va faire le tour et on restera votre discours après. Mais du coup, on est sur un écran qui est taille photo et surtout sur un écran qui est sur une dalle mat satinée. Voilà, j'insiste sur le côté dalle mat satinée. Pourquoi? Parce que sur une dalle brillante, directement, je vois mon reflet dans l'écran. Et ça, c'est horrible. Donc là, voilà, c'est sur la dalle mat satinée, ça fonctionne super bien, c'est très sobre. Donc voilà, donc du coup, ça c'est vraiment les critères que je peux vous conseiller pour avoir un bon écran graphique. Alors, on va repasser directement sur le Festival de Cannes. Toi, Olivier, ton objectif, c'est de rechercher, enfin, de rendre la couleur la plus fidèle possible. Tu travailles les détails, tu travailles la restitution des couleurs. Oui, alors, le plus important pour moi, ça va être évidemment d'avoir le meilleur rendu des couleurs. Donc, c'est pour ça que l'écran graphique, je dis que c'est souvent que c'est le juge de paix, quoi. Donc c'est lui vraiment qui vraiment va rendre le plus juste les couleurs, qui va respecter au mieux le fichier d'origine de vos images. Et le but quand même pour chacun d'entre nous qui sommes amoureux de la photographie,
c'est de retrouver aussi la sensation qu'on avait au moment qu'on a pris la photo, d'avoir un peu cette image mentale, un peu pour retrouver l'ambiance qu'on a vécue. Voilà, là, sur le Festival de Cannes, ça va être l'ambiance très paillettes, très robe de soirée, cocktail, haut couturier. Donc voilà, et ça, c'est vraiment très agréable de le retrouver. On le retrouve grâce à des couleurs très justes. Parce que bon, ne faire que des traitements sur un autre support qu'un écran graphique, bah, évidemment, vous pouvez le faire. Mais je dirais qu'à la limite, c'est même plus vous qui allez décider réellement quelle va être la couleur finale ou de sortie, parce que bah, on part pas sur quelque chose qui est juste, qui est fidèle. Donc moi, je préfère en tout cas garder le maximum de fidélité de restitution de mes couleurs grâce à l'écran graphique. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un premier travail qui peut se faire sur le laptop pour un premier jet, mais après, il faut tout de suite, dès qu'on peut, passer sur un écran. Et là, moi, je suis sur un 27 pouces, par exemple, c'est très bien, c'est pas immense. Donc voilà, ça se met sur n'importe quel bureau. Après, plus grand, si on peut, tant mieux, mais là, on est sur une taille qui est relativement juste. Et donc après, bah voilà, moi je vais essayer d'aller retrouver tous ces détails-là. Alors on doit le voir euh, là sur le plein écran. Voilà, là par exemple, on voit une belle robe. Alors là où c'est flagrant, sur la différence entre le Adobe RVB 98 et le sRVB, c'est que sur le sRVB, vu qu'on a 30% de couleurs en moins, comme vous l'avez compris, on n'a même plus des couleurs qui sont un peu flashy, quoi. C'est-à-dire que si par exemple je voudrais faire cette robe rouge très flashy, ou que j'aurais une Ferrari pareil que je voudrais mettre très rouge, bah, je pourrais même pas la faire en sRVB parce que j'ai pas la palette de couleurs voulue, j'ai pas le nuancier voulu pour ça. Donc tout de suite, ça bloque un peu, on est un peu limité. Donc voilà. Et donc le Festival de Cannes, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des moments qui sont complètement différents, complètement variés. C'est-à-dire que là, autant il y a des cadrages avec les photographes, avec le modèle, donc ça c'est une chose. Là, vous voyez la montée des marches avec des plans un petit peu plus larges. Et après, évidemment, des plans un peu plus serrés, avec des acteurs qui vous regardent, avec des expressions. Ce qui est assez comment dire, intéressant avec le Festival de Cannes, comme c'est un événement qui est redondant, bah, c'est de pouvoir chaque année essayer de trouver des choses différentes. Donc du coup, bah, il faut essayer de faire travailler un peu sa créativité. Voilà, et souvent sur le tapis, on est positionné au même endroit parce qu'on ne peut pas bouger comme on veut. On a des places qui sont vraiment numérotées. Donc on a beaucoup de mal à bouger. Donc c'est pour ça qu'il faut encore qu'on soit encore plus créatif et imaginatif pour pouvoir avoir des clichés complètement différents. Donc là, on voit par exemple, il y avait la pluie. Voilà, c'est sympa, ça amène vraiment des moments complètement différents. Et voilà, et cette demoiselle qui a l'air impatiente ou un peu décontenancée là, avec le monsieur qui lui tient son parapluie. Voilà, avec plein de moments de rire, d'illustration. Voilà. Mais alors, en ayant toujours ce souci, évidemment, du détail, parce que ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre une photo et on va essayer de vous la montrer. En tout cas, je vais essayer de vous la montrer sur l'écran graphique et la même photo sur le laptop pour que vous voyez la différence en direct live. Parce que directement, les laptops, eux, alors, attends, je vais revenir sur la. Tac, pour que vous puissiez me voir en même temps. Les ordinateurs portables et les tablettes et même les smartphones, eux, sont très lumineux. Donc automatiquement, je vais essayer de baisser un peu, parce que là, du coup, c'est moi qui suis très lumineux. Automatiquement, si vous avez un support comme une tablette ou un smartphone qui est très lumineux, vous allez perdre des détails.
voilà, un écran graphique, par exemple, est calibré à 100 candela. Les candela, c'est la quantité de lumière que dégage l'écran. 100 candela, c'est assez peu, mais c'est ce qui est le plus juste pour pouvoir bien travailler les détails, les couleurs. Sur des autres supports, comme les écrans, comme les ordinateurs portables, comme les téléphones, comme les tablettes, ils sont entre 300 et 450 candela. Donc, en termes de lumière, c'est énorme. C'est comme si vous aviez un apport de lumière gigantesque. Donc, vous allez perdre du détail. Et ça, c'est pas très bon pour toute photographie. Donc là, encore une fois, tous ces supports-là ne sont pas destinés à faire du travail d'editing de précision. Voilà. Et donc après, ça se comprend aussi hein, qu'il y a beaucoup de lumière sur les téléphones. Hein. Vous êtes, je sais pas moi, dans un jardin, c'est très lumineux, il y a beaucoup de soleil, vous êtes obligé d'avoir une quantité de lumière importante sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur portable. Bon, ça peut se comprendre. Après, là où c'est moins compréhensible, c'est qu'on ne peut pas traiter de manière juste et précise ces images sur ces supports-là, mais plutôt sur un écran graphique où on sera beaucoup mieux. Donc il y a quand même des critères qui sont quand même à respecter. Et donc du coup aussi, je voulais vous la montrer. Alors l'autre fois pour le Kenya, j'avais fait la calibration en direct live. Donc si vous voulez la revoir, vous pourrez la revoir sur le webinaire de Kenya. Donc là, on va peut-être pas perdre de temps là-dessus, mais vous voyez que l'installation de X-Rate, la display Pro, et donc celle-là, évidemment, vous sert à calibrer bien votre écran une fois par mois. Et voilà, c'est très simple. Ça se met là, automatiquement fait. Vous le laissez en 2-3 clics, c'est fait, même pas en 5 minutes. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un écran qui est toujours très juste en termes de couleur. On te perd un peu là, Olivier, au niveau du son. Dis-moi, Élise, est-ce que tu peux me répéter juste, j'ai pas bien entendu. Oui, on te perd un petit peu au niveau du son, alors ça semble qu'il y a un Alors, attends, je t'entends plus. Ça a l'air d'être vu. Alors, je ne sais pas si vous, bon, je pense que vous devez encore bien m'entendre. D'accord. Parfait. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous mettre deux mêmes photos, une de l'écran graphique et une sur le laptop. Et je vais essayer de vous les faire passer sur vos écrans en côte à côte. Et donc comme ça, vous donner un petit aperçu de cette différence entre ces deux supports, hop, qui sont l'écran graphique et le laptop. Voilà. OK. Alors, donc, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Très bien. Par Voilà. contre, on ne voit que ton. Pour l'instant, on ne voit plus rien. Ah si, ça y est, c'est bon. Voilà, ça arrive le temps qu'il arrive. Alors, du coup, là, vous devez voir les deux. Donc là, vous voyez, vous avez la même image que j'ai, c'est le même fichier hein, sur l'écran graphique et sur le laptop. Le laptop est à gauche et l'écran graphique est à droite. Vous voyez bien sûr Lightroom qui tourne. Donc, si ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un peu plus près, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc, on est là. Hop, voilà, ici. Et donc là, j'espère que voilà, là normalement ça devrait être. Là, j'ai un petit peu plus zoomé, mais bon, voilà. Donc là, ce qu'on voit bah, directement, c'est quoi? C'est que sur ces zones de. Alors, je sais pas si vous voyez ma souris, hein, peut-être sur l'écran graphique. Sur par exemple ces zones du visage là,
tout a été très surexposé sur le laptop. Donc automatiquement, tous les détails que je pourrais avoir de la peau ben, sont complètement, comment dire, ils sont pas cramés, mais en tout cas, ils sont déjà bien moindres. Donc j'ai beaucoup moins de détails. Et au point de vue de la couleur, eh ben, j'ai une couleur qui tend plus, vous voyez, un peu plus vers le jaune sur l'écran graphique et un petit peu moins jaune, mais donc qui tire un petit peu plus vers le bleu sur le laptop. La vraie couleur reste l'écran graphique, ça c'est clair. Si demain vous sortez un print, je peux vous assurer que c'est sur l'écran, c'est à partir de l'écran graphique que ça va être la véritable image. Il ne faut pas se laisser berner par l'autre côté. Voilà. Donc voilà, ça c'est par exemple, c'est un exemple. Alors après, je suis en train de regarder qu'est-ce que j'avais d'autre. Hop. Voilà, il y avait celle-là aussi. Voilà. Si par exemple on va l'agrandir, si on prend celle de Brad Pitt, et on va revenir après sur cette photo, voilà. Le temps qu'elle s'affiche, parce que quand même, il y a un petit poids d'image, rappelons quand même que c'est des fichiers qui pèsent quand même assez lourd. Mais évidemment, bah, comme Élise, du coup, tu as bien compris, il y a quand même beaucoup de fichiers à la journée. Bah, après, c'est intéressant de pouvoir traiter vraiment que les images bah, qui méritent de s'y attarder. Et là, celle-ci, elle est si très je bien. prends par exemple cette image de Brad Pitt, alors hop, je fais un peu du yo entre les deux, mais voilà, tout. Eh ben, on va s'apercevoir que tout de suite, le laptop, lui, a commencé déjà à surexposer toutes ces zones du visage de Brad Pitt, tout son front, tout ça et tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu les traits de Brad Pitt, comme pas mal je pense, de demoiselles ou de dames qui aiment bien cet acteur. Et donc, je vais attendre juste que là, il se fixe. Comme ça, au moins, on pourra avoir vraiment un revenu. Voilà, bon là, le but, c'est pas évident hein, comme exercice pour vous montrer les deux, parce que en direct live, voilà, on le voit, c'est flagrant. Donc là, moi, j'essaie de vous le montrer. Mais déjà, je pense que vous allez voir déjà le côté surexposé sur certaines parties de l'image, d'où le fait que, évidemment, le laptop est trop lumineux. Voilà, donc même si vous baissez les lumières, même si vous baissez tout ça, vous ne serez jamais aussi juste qu'un écran graphique. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, on a du mal un petit peu à aller chercher et à se figer. Voilà. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous montrer. J'ai essayé vraiment de faire le côte à côte pour vous montrer la différence de couleur et bien sûr le côté surex. Et quand on est surex, ben, on a du mal à récupérer ces détails de l'autre côté. Donc attention, voilà, attention. Il y a une réelle différence, évidemment, entre l'ordinateur portable et un écran graphique qui sera toujours votre juge de paix. Donc voilà. Alors, après, on peut faire un petit tour d'horizon aussi sur les autres moments du festival. Les autres moments du festival, c'est aussi. Alors, tac, tac, tac. Alors c'est pas le chien loup, hein, c'est autre chose. Je vais repasser sur cet écran-là. Voilà. Donc voilà, c'est aussi des détails, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, effectivement, les hauts couturiers s'en donnent à cœur joie. Va y avoir la Fashion Week après peu de temps après. Donc voilà, on a des images qui sont tout simplement géniales, quoi. Hein, voilà. Après, il y a d'autres types de. Vous avez mis même
on va les faire défiler. Voilà, tout à l'heure, vous avez vu Lambert Wilson. Voilà, donc quand je parlais de créativité, d'essayer toujours de faire des choses différentes et tout, bah voilà, ça c'est une Lambert Wilson. Voilà, c'est un peu resté dans le jargon avec l'entourage, avec cet effet de premier plan et de second plan net, le premier plan un peu caché. Voilà, là c'est une très belle illustration avec bien sûr les photographes sur le tapis et puis les artistes qui défilent, qui s'arrêtent qui prennent très peu de temps quand même, hein, souvent, hein, quand même, hein, ça va assez vite. Hein. Ouais. Voilà, là vous voyez la surquête Blanchette. Voilà, et puis les jeux de flash, les jeux de lumière qui sont très très importants. Voilà. Pour rappel, l'année dernière, j'avais pas encore la synchro avec les Flash Pro Photo sur les boîtiers Unix, donc je faisais tout en manuel. Donc bon, c'était un sacré challenge, mais du coup, généralement, ça me fait pas trop peur. J'y vais à cœur joie à essayer de relever un peu ces défis. Et donc, c'était pas facile parce qu'en manuel, l'éclairage n'est pas pareil d'un endroit à un autre. Les éclairages aussi d'en face, comme vous voyez là, par exemple, il peut y avoir des fortes lumières en face aussi. Normalement, en automatique, ça se gère pas mal avec les flashs. Et bien sûr, la couleur rouge qui revient souvent sur le tapis parce que, évidemment, c'est la couleur phare. Et donc voilà. Donc après, voilà, on a des artistes qui attendent avant de monter. Voilà, donc par exemple là j'étais au début du tapis, donc c'est intéressant parce que là les artistes directement arrivent, ils commencent à descendre de leur voiture, ils patientent un petit peu, ils discutent et sourire, il y a toujours des choses à attraper, à choper. Vous voyez là les petits halos de lumière sur les yeux, on récupère aussi le flash aussi des copains aussi à côté. Voilà, avec ce jeu un peu mi-ombre, mi-lumière. Voilà, donc après on peut s'amuser en traitement, c'est infini quoi. Mais encore une fois, faut avoir les bons outils pour bien traiter. Et, donc là, par exemple, si on va chercher du détail sur la peau, sur les yeux, sur la bouche, sur le rouge à lèvres, sur tout ça, après moi je peux m'amuser, j'ai toute ma palette de couleurs. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me suis amusé à faire un petit côté un peu rétro. Parce que le gros film de cette édition, c'était un film à Tarantino, je ne sais pas si vous vous souvenez, Once Upon a Time, donc avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Et après, vous allez voir, en fait, je me suis amusé à faire faire un petit côté un peu rétro pour ceux qui ont vu le film. Voilà, vous comprendrez tout de suite. Le film se passe bien sûr dans les années, il y a quelques dizaines d'années. Après, je demande un peu beaucoup. Donc, on va juste attendre une fois que tout arrive. Voilà, après, ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir des millions de câbles de partout. Ce qui est très pratique avec cet écran, avec ce véhicule, du coup, on a une recharge par USB-C, c'est-à-dire que là, directement, mon laptop et l'écran est relié juste avec un câble USB-C qui permet d'alimenter le laptop. Donc, c'est là, ça vous fait quand même une économie de câble de prise. Et directement, tout se passe dans le USB-C, même en termes de transmission d'image. Donc voilà, donc là, du coup, voilà, il est passé par de l'HDMI, quelque chose d'assez encombrant et donc ça, c'est très pratique. Olivier, tu m'entends? Il semblerait qu'il y ait des petits problèmes de son. De son? Oui, on te perd, enfin, on t'a perdu un petit peu. Je crois que tu réponds à une question
nous a posé justement sur le chat à propos de la connectivité. Alors, du coup, je n'ai pas bien entendu, Élie, ça passe plus bien. Oui, il semblerait qu'il y ait des petits soucis de son. Je crois que, enfin, on t'a pas entendu sur la dernière chose que tu as dit. Je crois que tu as parlé de la connectique USB-C. Sur quel aspect tu me disais, on m'a pas entendu? La connectique USB-C. Oui, bah alors, oui, bah c'est intéressant. C'est une question qu'on vient justement de nous poser. D'accord. Eh ben oui, bah alors c'est intéressant, je pense, de vous en parler parce que pour éviter d'avoir plein de câblages qui traînent de partout, parce que bah, qui dit écran, qui dit encore des câbles, qui dit encore tout ça. Alors du coup, au début, on peut se dire ça, mais bah, là, BenQ a bien travaillé puisque on a une liaison qui se fait en USB-C pour directement le signal déjà vidéo, hein, de l'image, mais surtout, grâce à cette connectique USB-C, ça permet aussi de recharger votre laptop. Donc, eh ben, du coup, carrément, vous pouvez squeezer l'alimentation de votre laptop. Elle passera directement par l'écran BenQ. Donc, ça, c'est super pratique. Donc, ça, en termes de connectique, c'est bien. Et après, il y a tout cet aspect, bien sûr, de casquette vraiment très joli et très classieux. Donc, ça, c'est très bien. C'est très sobre, c'est noir. En tout cas, moi, j'aime bien cet aspect-là. Faut que ça reste très sobre dans un bureau pour qu'on soit focalisé, focus que sur les images. Et après, on peut tourner l'écran à la verticale de manière très facile, très simple. En un coup, comme ça se bascule et comme ça, on peut accéder au connectique très rapidement et très simplement sans se tordre le cou ou quoi que ce soit. Donc, ouais, l'aspect connectique est très intéressant. Là, du coup, je voulais vous montrer aussi, par exemple, ces images-là. Je me suis amusé à jouer avec le chapeau, par exemple, de Elle Fanning, cette actrice. Et, donc, on va se fasse là. Du coup, voilà, je peux après moi m'amuser à vraiment à travailler sur ces zones d'ombre aussi. Parce que même je ne l'ai même pas assez dit, je pense, mais quand vous avez un bon écran graphique, vous pouvez travailler les noirs comme il faut, vous pouvez travailler les hautes lumières comme il faut. Voilà. Tandis que, évidemment, sur un support comme tablette, laptop ou téléphone, évidemment, vous avez moins de latitude possible. Donc là, vous pouvez vraiment juste travailler sur ces données-là parce que, encore une fois, l'écran bien calibré avec à 100 candela, tout ça, etc., ça vous permet très justement d'aller travailler dans les noirs. Voilà. Là, par exemple, sous son chapeau ici, sur le laptop, c'est pas gagné qu'on puisse bien bosser sur ces noirs-là. Voilà. Après, on a plein de robes de couturiers, de tout ça et tout. Mais je vais vous montrer quelques exemples un peu d'avant-après. Hein, que du coup j'avais mis de côté pour l'occasion. Alors, tu m'entends toujours, Élise, vous m'entendez toujours bien? Oui. Alors, il y a des moments où ça saute un peu, mais ça va. D'accord. Ok. Voilà. Alors, par exemple, sur ces photos, je vous ai mis 2-3 photos de côté. Sur cette photo, par exemple, avec DiCaprio, Tarantino et Brad Pitt, au départ, la photo, alors je vais mettre l'écran en plein pot, je pense comme ça au moins, hop, ça sera plus sympa. Au départ, la photo est comme ça, et à l'arrivée, elle va être comme ça. Donc,
il y a un petit travail colorimétrique qui est fait parce que la photo elle est assez colorée là. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est un peu jaune, c'est un peu trop jaune. C'est en fin de journée. Donc là, on a vraiment la montée des marches qui est en fin de journée, début de soirée. Donc là, je pense même pas avoir mis le flash pour ce coup-là, parce que du coup, la luminosité tapait bien et vous voyez sur le front, sur le visage et tout. Si on met trop de lumière, et ben automatiquement, et ben après on crame ces zones-là et c'est pas bon. Donc là, vous voyez, boum, le avant-après sur cette image-là. Sur celle de Brad Pitt, où j'ai donné un petit effet un petit peu vintage, un peu dans les mages. Toujours pareil, fin de journée. Voilà, la photo d'origine, c'est celle-là. D'accord? Et la photo d'arrivée, eh ben, c'est celle-là. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'aller, bien sûr, travailler les détails. Voilà, si j'ai envie de travailler ces zones d'ombre, eh ben, je peux aller les travailler, par exemple, si je veux. Hop. Voilà, comme il faut. Voilà. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Hop. Donc voilà, je peux après bah, évidemment m'amuser à faire plein de choses, hein, parce que là, du coup, bah, je peux travailler dans les noirs, je peux travailler dans les hautes lumières, et, et voilà. Donc là, j'ai le maximum de possibilités. Hop, voilà, je pourrais même essayer d'essayer un petit peu là sur les tempes, sur les cheveux. Alors pas trop, parce que sinon après, ça va être trop lumineux, et puis ça serait pas super raccord non plus. Voilà. Mais là, bah voilà, vous voyez, là, très rapidement, boum, je voulais un petit peu rééclaircir un petit peu son visage. Là, je peux le faire de manière très juste parce que bah, les noirs, les zones d'ombre, je peux les travailler de manière très juste et pas de manière aléatoire. Et pas, ça se fait pas au petit bonheur la chance, hein, donc ça c'est clair. Et là, vous voyez bien sûr la zone que j'ai pu un peu retravailler sans que ça soit trop criard, évidemment. Mais voilà. Donc, donc voilà, donc ça c'était un des exemples que je voulais vous montrer sur l'avant-après. Après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que bon là on fait pas un cours de retouche, hein, donc c'est pas un webinaire technique, c'est plus quel quel est l'intérêt d'avoir un écran graphique pour ces retouches, pour faire quoi? Ben, pour travailler la couleur, pour ben, bien sûr pour travailler les détails, voilà. Et là on a tout pour. Plutôt que d'aller faire bien sûr les tons, les teintes. On pourrait aller sur Photoshop pour aller chercher plusieurs teintes avec des couleurs complémentaires, avec des triades, tout ça, on pourrait aller le faire, hein. Mais ça, on le fera peut-être une autre fois. Là, c'était vraiment pour vous montrer le travail qui est fait sur la prise de vue et après l'editing et le post-traitement. Par exemple, cette image-là, c'est intéressant de savoir bah, avec ce portrait de Brad Pitt, c'est parti. Cette photo est née. Et je vais vous montrer ça. Tac. Voilà. On part. Alors, je vous la présente l'info. On part de là, d'un ensemble avec bah, Brad Pitt et DiCaprio. Et franchement, au début, avec pas de mine. Donc voilà, donc là, soit je me suis fait bousculer par un de mes camarades à côté, ce qui arrive, je peux vous l'assurer. Soit je me suis tordu en quatre pour prendre cette photo-là parce que bah, tout le monde essaie de passer devant, même si il y a une barrière, même si vous avez vu, il y a une corde et tout, mais ça pousse quand même, hein. Il y a des gens qui essaient de passer de derrière à devant et tout. Et ben à l'arrivée, bah, qu'est-ce que ça donne? Et ben j'ai carrément recentré ma photo pour arriver à ce résultat-là. Donc vous voyez, là, de là, je suis passé directement à là. Et hop, je vais la mettre en plein pot. On va attendre que la résolution s'affiche pleinement sur l'écran. Bon, là, c'est le laptop qui rame, hein, qui rame un petit peu. C'est des gros fichiers, on le rappelle, mais encore une fois, avec un bon boîtier, avec un boîtier qui a quand même pas mal de résolution, eh ben, on peut faire
peut recentrer des images, on peut recadrer des images en gardant toujours une grande taille d'image. C'est-à-dire que là, cette image-là, je pourrais quand même faire des tirages avec, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas ça sera pas un pâté, ça ne sera pas moyen en termes de détails. Voilà. Là, j'essaie 2 secondes qu'il s'affine un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous devrez l'avoir comme ça plein pot. Et là, avec une distance, vous avez vu la distance qui est quand même assez loin au début de prise de vue, après avoir recroppé directement cette photo, regardez encore le nombre de détails qu'on a sur cette image, sur le visage de Brad Pitt. Vous pouvez même compter quasiment les poils de sa barbe, les yeux, tout, voilà, tout est très bien. Et là, c'est une image qui est assez, le traitement, il est assez lumineux. Donc, je vous laisse vous imaginer, si on regarde cette même image sur un laptop ou une tablette ou un smartphone, ça sera très, très, très lumineux, comme on l'a dit. Donc voilà, donc encore une fois, il faut bien faire la différence entre tout ça et l'utilité d'avoir un écran graphique qui sera toujours votre juge de paix. Voilà, donc Elie, ça c'était les petits exemples un petit peu avant-après pour montrer ce qu'on peut faire, pas faire, parce qu'on est plus ou moins loin sur des sujets. Hein. Les sujets peuvent être en face, mais ils peuvent après ils évoluent, ils montent sur le tapis, tout ça, donc d'où l'intérêt d'avoir des télés. Et après, je me suis même amusé à faire une ambiance un petit peu vintage, un petit peu nostalgique, à la Once Upon a Time, sur cette série qui va arriver après. Donc là, vous voyez encore hop, les 2 acolytes, les 2 stars de cette édition 2019. Et là, je me suis complètement amusé, éclaté à faire carrément une autre type de couleur, notre colorimétrie. Voilà, tout autour du festival, hein, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas que le tapis rouge, c'est tout ce qui va à côté. Donc voilà, donc les plages, les belles plages de Cannes de la Côte d'Azur, avec tous les bateaux, les yachts et tout ça. Voilà, j'ai une petite question pour toi, Olivier, j'en profite. On a quelqu'un qui nous demande l'utilité d'un écran graphique. On a quelqu'un qui a démarré une école de photo en ligne il y a 6 mois. Et du coup, je suppose que cette personne se pose la question d'éventuellement investir dans un écran pro. Voilà. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles avec un écran graphique? Est-ce que c'est pour toi un matériel qui aujourd'hui est déterminant au quotidien? Alors, voilà. C'est une très bonne question. Alors, comme tout ne vient pas tout d'un coup comme ça dans la vie, hein, effectivement, hein, on se jette pas comme ça sur tous ces outils d'un coup parce que il faut les assimiler, il faut les comprendre et bien les utiliser. L'écran graphique, finalement, est venu plus tard dans mon utilisation. Comme je suis en mode tout-terrain très souvent, hein, que ce soit au Kenya, que ce soit que ce soit du Spitzberg, tout ça. Du coup, jusqu'à présent, jusqu'à encore donc un an de ça, je traitais un maximum de choses sur mon laptop. Et depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que j'avais avec et que j'avais cette envie d'aller plus loin dans le traitement, et que j'avais de plus en plus de demandes de clients pour des tirages de photographie d'art, et ben, du coup, évidemment, je me suis lancé dans l'écran graphique. Mais il y avait un temps pour ça. Donc là, c'est vrai que le plus tôt vous pouvez vous allouer du temps pour, voilà, pour comprendre, pour mieux traiter vos photos, et ben, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps parce qu'il y a même des traitements comment dire, que vous serez obligé de refaire des fois parce que ils ne sont pas juste d'un laptop et après avec un écran graphique, c'est pas du tout la même chanson. Donc, pour répondre, du coup, pour moi, le temps était venu, il n'y a pas c'est quand même assez récent, hein, de me mettre à fond quand même sur l'écran graphique
Et pour la photographie, si ça peut aider la personne qui a posé la question, comme je disais, c'est un écran vraiment taillé pour la photo. On est sur du 2K. Il y en a beaucoup qui vont dire ah oui, il faut absolument du 4K, nanana, mais ça c'est si vous faites de la vidéo. Et encore, dites-vous bien quand même pour quelle utilité vous allez l'utiliser pour la vidéo, si vous avez des demandes clients, des demandes spécifiques, tout ça, parce que c'est pas le même tarif, un écran 4K et un écran 2K. Mais en tout cas, cet écran-là est très bien en termes de rapport qualité-prix. Ça reste du haut de gamme à un prix qui reste beaucoup moins cher que ce qui se faisait avant, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc vraiment l'écran, le plus je peux l'emporter avec moi, le mieux c'est. C'est-à-dire que même là demain, j'ai même pour en discuter avec l'équipe de BenQ, j'imaginerais même comment dire, au Kenya pouvoir laisser un écran au camp où je suis, quand je suis en safari ou sur un site particulier. Voilà. Si j'ai un peu de temps, pourquoi pas. Si j'ai pas de temps, je fais mon travail sur mon laptop et boum, après, je fais le reste sur mon bureau, sur mon écran graphique. Mais même demain, si je veux bosser sur un bateau au Kenya, je peux imaginer embarquer un écran dans une petite valise. On est en train d'imaginer ça, d'ailleurs. Elise, c'est d'actualité. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. BenQ a lancé une valise qui permet de transporter l'écran et du coup, que ce soit au niveau du transport en lui-même qu'une fois sur place, là, on peut ouvrir sa valise et on connecte son laptop et hop, les choses se mettent en place tout de suite. Merci pour cette réponse. C'est vrai que voilà, les gens qui font. Alors, on a une question. Doit-on faire une différence pour traiter de la vidéo et de la photo? L'écran graphique convient-il? Alors, peut-être que là-dessus. Alors, attends, juste 2 secondes. Je vais faire tourner pendant qu'on. Juste, tu vas me reposer la question. Je vais juste. Tac, 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 refaire tourner quelques photos qu'on n'a peut-être pas montrées. Pardon, le temps qu'on réponde aux questions. Hop. Voilà. Alors oui, donc juste, pardon, si tu peux me redire la question, s'il te plaît, Lise. Doit-on faire une différence pour traiter de la vidéo et de la photo? Est-ce que l'écran graphique convient? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah là, oui. Alors bon, là, on n'est pas sur un événement. En tout cas, l'événement que je couvrais là n'était pas vidéo, mais évidemment, en tant que réalisateur de documentaires et de films, la vidéo est très importante sur un écran aussi. Là, le week-end dernier, je reviens de villages de Provence, de très très beaux villages où on tournait de la vidéo, des spots pour des parfums, des senteurs de Provence. Et là, je peux l'attester. Quand on va travailler les couleurs du rendu vraiment qu'on souhaite donner au film, que ça soit une look ou que ça soit des couleurs bien spécifiques au film, là l'écran graphique est très très important, quoi. Oui, on est sur la même mentalité que ça soit en photo ou en vidéo. Il y a une restitution de couleurs, de détails et d'images qu'on ne peut pas tout faire sur le laptop. Même, je dirais même, pour vous donner des précisions, par exemple sur une tablette, sur un iPad Pro, d'accord, parce qu'il y en a qui vont peut-être dire ah oui, mais sur une tablette récente, qu'est-ce que ça donne et tout. Sur une tablette récente, on est sur du profil sRGB avec 10% de gain de couleur. Ça ne rattrape toujours pas les 30% qu'on avait en moins de couleurs et d'espace de nuances et qu'on doit travailler. Voilà. Et là, les clients, à l'arrivée, ce qui est très important de dire, il ne faut pas oublier, c'est que vos clients qui sont en face, ils n'ont pas les mêmes écrans, ils n'ont pas les mêmes écrans calibrés pour vous. Donc ça fait très attention. Aujourd'hui, plus personne ne sait dire quelle est la bonne dalle ou pas la bonne dalle.
Quand vous mettez deux téléphones à côté, généralement, il n'y a pas les mêmes couleurs. Donc là, c'est important que pour vous, vous puissiez vous recentrer avec la référence en termes de couleur et de finalité. Tu m'entends, Olivier? Alors, je t'entends moyennement. Je vais peut-être juste couper ma cam. Est-ce que ça va mieux là si c'est par rapport au flux peut-être? Écoute, ça varie. De temps en temps, ça va. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là, ou pas? Très, très bien. Je t'ai pas bien entendu. Parfait. D'accord. Donc, ce que je disais, faites très attention à ce que vos clients voient de ce que vous leur envoyez. Pourquoi? Parce que derrière, eux, ils vont peut-être vous dire, oh là là, mais je reçois des couleurs flashy, je reçois des couleurs ci, des couleurs ça, et tout, et vous, bah, vous n'allez pas comprendre. Donc le mieux des fois, c'est de leur rappeler, de leur dire, mais vous travaillez avec quel écran? Vous avez quoi comme écran? Et là, ils vont vous dire, bah, je travaille sur un ordinateur de bureau, je travaille sur tel type de setup. Et là, vous allez leur dire, ah oui, mais c'est normal, faites attention, c'est pas les mêmes couleurs. Et là, du coup, faites très attention à ça quand même, hein, parce que moi, j'ai eu quelques clients quand même, il a fallu que je leur fasse quand même une petite explication quand même là-dessus, quoi. Sinon, ils ne voyaient pas les mêmes couleurs que moi, quoi. J'ai une autre question qui vient d'arriver. On te demande pour toi, Photoshop ou plus naturel? Entre les deux, ton cœur balance vers Photoshop ou la photo non retouchée? Ou la photo non retouchée? On me dit Photoshop ou plus naturel. Sur lesquels des deux, ton cœur balance? Photoshop ou le naturel? Oui. Alors, déjà, je travaille généralement, j'utilise ça de Photoshop, pour tout vous dire. Donc, c'est-à-dire vraiment très peu de ce que peut offrir Photoshop. Moi, j'aime bien travailler avec les couleurs. Tout ça, c'est surtout ça qui m'intéresse sur Photoshop, avec les nuanciers, les tons. Je m'amuse beaucoup avec ça. Ceci dit, je fais beaucoup de mon boulot quand même sur Lightroom ou Luminar, que j'aime bien. Donc, je suis en train de faire tout un petit travail avec ce petit soft qui est pas mal. Et puis après, bon, bah, le naturel, alors je pense que vous avez dû voir les photos que je vous ai prises sur l'avant-après. Il n'y a pas tout d'un coup un visage qui est noir et tout d'un coup après un visage boum qui s'illumine tout d'un coup qui a été baigné de soleil, quoi. Donc c'est-à-dire que pour bien m'expliquer, la bonne prise de vue au début, c'est avoir les bons réglages, va vous faire gagner un temps fou sur la suite. C'est-à-dire que moi, en définitive, quand j'ai été formé chez Reuters, je ne remercierai jamais assez Eric Gaillard pour ça, qui est un encadreur pour moi, même si mon père m'a tout appris de la photo, de tout l'essentiel et l'essence même de la photographie. Du coup, Eric m'a appris à être très juste dans mes prises de vue. Et ça vous permet de gagner du temps sur la suite. Donc, effectivement, si vous êtes très juste déjà à la base dans vos prises de vue, c'est ce que j'explique durant les formations que je donne à Nice ou quand je fais des workshops dans différents magasins en France, que ce soit à Paris ou à Metz, tout ça. Si vous êtes au plus juste au début, vous allez gagner du temps sur les meetings. Et ce qui dit gagner du temps sur les meetings, c'est-à-dire vous faire plaisir sur les meetings. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je traite, je m'amuse parce que je peux travailler mes couleurs, je peux aller chercher des détails, je peux faire tout ça. Si au départ, j'ai des photos qui sont pas super top en termes de réglage, ça me demandait un travail énorme d'éditing. Donc voilà, vous avez vu pour les fichiers des images, on ne peut pas s'attarder sur 40 milliards d'images. Donc voilà, donc soyez au plus juste à la base,
et vous ferez plaisir encore plus sur l'editing et sur un écran graphique. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe pour moi dans mon quotidien. J'ai une autre question. Avec ton expérience, est-ce que tu recommandes Apple ou Microsoft pour la gestion graphique? Alors, je n'ai pas entendu la fin. Est-ce que du coup, on recommanderait Apple ou Microsoft. Ah, ou Microsoft. Mais pour quel pour l'ordinateur pour la gestion en gestion en général et compatibilité graphique. Alors, je n'ai pas tout compris. J'ai entendu compatibilité à un moment donné. Pour la gestion en général et la compatibilité. Attends, je vais couper ma cam parce que je t'entends plus du tout. Je vais juste couper peut-être ma cam si ça peut peut-être améliorer un peu plus. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Alors, avec ton expérience, tu recommandes Apple ou Microsoft pour la gestion en général et la compatibilité graphique? Ok, d'accord. Je t'entends mieux. J'ai coupé mes cams parce que du coup, j'ai l'impression que comment dire, ça passe moins bien quand on a une cam. Non, en termes de compatibilité, les deux marchent bien. Après, bon, effectivement, si vous avez un ordinateur, mais c'est un ordinateur de quoi, de bureau ou un laptop? J'ai pas bien entendu au début. L'un ou l'autre, peu importe. Ah je pense que c'est en laptop. Ouais, peut y avoir les deux aussi. Ça peut être soit l'ordinateur de bureau aussi. Le tout, c'est d'avoir quand même. Tu as choisi Apple pour des raisons particulières? Non, le tout, c'est d'avoir quand même une bestiole quand même qui soit un peu puissante quand même, parce que là, par exemple, vous l'avez vu, quand je suis en train de faire défiler des images qui sont au format, soit en format JPEG, soit en format TIFF, et il faut que ça suive un peu, quoi, parce que sinon vous allez un peu ramer, donc il faut un peu de RAM. C'est pas pour faire un vilain jeu de mots, mais oui, faut un peu de RAM ou de mémoire vive. Mais aujourd'hui, bon, quasiment tous les ordinateurs dédiés à la photographie sont quand même assez puissants, quoi. Donc il faut quand même quelque chose assez puissant. Mais je vois pas de trop de différence entre Microsoft et Apple, sauf que Apple, comme je le disais, monte beaucoup en termes de Kelvin et sont souvent très bleutés pour les raisons que j'expliquais au début du webinaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mais non. Bon, écoute, je n'ai plus de questions qui arrivent sur le chat. Donc, je vous propose à tous de clore notre webinaire ici. Je voulais tous vous remercier chaleureusement Olivier pour avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Vous allez recevoir un petit mail demain. BenQ vous propose un petit code promo si vous avez l'intention, l'envie d'investir dans un écran graphique. Voilà, on va vous envoyer ça par mail, une petite remise à valeur sur notre gamme chez BenQ. Et puis, je vous invite aussi à suivre nos réseaux sociaux, ceux de BenQ, mais aussi ceux d'Olivier. Allez sur son site internet, vous allez pouvoir vous immerger encore plus dans son monde, que ce soit l'Afrique, les villes, les animaux sauvages, les événements sportifs, les événements mondains comme peut l'être le Festival de Cannes. Voilà, Olivier a aussi édite ses photos, il a sorti un livre qui est très très sympa. Vous pouvez aller voir ça, tout ça sur son site internet, olivierhenrigaud.fr. Tu me coupes si je me trompe, Olivier. Voilà. Merci. Merci Elise pour votre invitation. C'est vrai, c'était un plaisir d'être avec vous. S'il y a des questions, évidemment, comme tu le disais, moi je reste toujours
disponible et puis réactif sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, que ce soit sur Instagram, sur Olivier Enrigo sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. Si vous avez d'autres questions, des petites questions qui restent en rab, en suspens, n'hésitez pas. Voilà. Et en tout cas, Voilà. tous les jours, j'ai des gens qui me demandent, qui me demandent et du coup, bah, je me mets souvent à leur place et donc n'hésitez pas. Voilà. Donc, avec plaisir. Bah, merci Olivier, les gens te remercient sur le chat, on te dit même bravo. Donc voilà, j'imagine que les photos que tu as fait défiler aujourd'hui ont, ont, vraiment beaucoup plu, à nous aussi. Voilà, donc on souhaite une belle soirée à tout le monde et on vous dit à bientôt. Restez connectés sur nos réseaux, on fait des webinaires régulièrement et puis Olivier reviendra sûrement discuter avec nous. Bonne soirée à vous tous. Merci pour avoir suivi cette webinaire. À bientôt. Merci à tous. Salut, salut.